bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver en direct sur l'antenne de Public Sénat de la porte de Versailles, ici à Paris, pour suivre bien la suite des travaux du 97e congrès de l'Association des maires de France. Il y a beaucoup de monde. À côté de moi, la salle plénière, elle est remplie, quasiment 10 000 maires. Écoute, en ce moment, un débat passionnant. Nous y reviendrons au cours de cette heure d'émission sur la mise en application toujours difficile, parfois chaotique, de ces fameux rythmes scolaires qui avaient enflammé le congrès des maires de France l'an dernier, vous vous en souvenez. Également, d'autres choses se passent, mais dernier mois, puisqu'on est en train de dépouiller. Vous savez qu'on élit le nouveau président de l'Association des maires de France. Selon toute vraisemblance, il n'y a aucun suspense. C'est François Baroin, le maire de Troyes, qui devrait succéder au président sortant, le maire de Lons-le-Saunier, Jacques Pélissard. Et puis, il se passe toujours des choses dans les allées également. Des personnalités présentes. J'ai croisé tout à l'heure Alain Mariton, par exemple. J'ai croisé Xavier Bertrand et Michael Zamès et Nathalie Guillouard ont croisé le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alain Juppé qui a une vision, une idée très précise sur ce qui se passe en ce moment dans les dossiers des collectivités. En particulier, vous le savez, on en a suffisamment parlé sur ce plateau, sur les difficultés financières des collectivités locales et du bloc communal, des communes, des intercommunalités, la baisse des dotations. Je vous propose d'écouter tout de suite Alain Juppé avant de retrouver nos futurs invités. C'est toujours un moment important de voir plusieurs milliers de maires de France se réunir. On sait la place que nos communes et les identités communales jouent dans la vie de notre pays. Le contexte est particulièrement difficile. Personne ne refuse de participer à l'effort général de remise en ordre des dépenses publiques. Je crois que c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Mais là, le sentiment, c'est que ça va beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Vous connaissez les chiffres, je ne vais pas les répéter. Et ça nous met dans une situation extrêmement difficile, aggravée encore par le fait qu'on nous transfère des charges quasiment obligatoires. Je pense évidemment au rythme scolaire qui aggrave la facture. Et donc nous allons devoir prendre des mesures très contraignante pour le prochain budget. Je vois à Bordeaux, je suis en train de le préparer. Ça veut dire d'abord des économies sur le fonctionnement qui, dans un premier temps, vont nous amener à réduire des aides que nous apportons à toute une série d'associations qui jouent un rôle très important dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans nos villes. Ça se cumule d'ailleurs avec la réduction des aides de l'État et des départements. Et puis, étaler nos dépenses d'investissement. J'étais récemment à l'Association des communautés urbaines de France et le chiffre que nous avons mis sur la table, il est à peu près le même partout. C'est moins de 30% sur les budgets d'investissement de l'année prochaine. Il va falloir étaler, lisser, reporter. En même temps, il faut faire des économies, vous êtes d'accord? Bien sûr, mais je le répète, nous sommes d'accord pour faire des économies. Nous les avons engagées, simplement 11 milliards qui se cumulent sur 3 ans. Je le répète, ce que je disais à l'instant, c'est trop vite et trop fort. Le Premier ministre va venir s'exprimer devant les maires. C'est un moment important. Qu'est-ce que vous attendez de lui jeudi après-midi? Qu'est-ce que vous attendez de Manuel Valls? Qu'il dise quoi? Qu'il aide les maires concrètement? Qu'il nous écoute d'abord, qu'il soit conscient des difficultés dans lesquelles nous sommes, quelle que soit la taille de nos communes d'ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment éviter dans un dossier comme celui-là d'opposer les grandes et les petites. Nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés dans des conditions certes différentes. Et puis nous sommes solidaires sur nos territoires. Quand une grande métropole va bien, ça tire l'ensemble du territoire, y compris les communes rurales. Et inversement, une ruralité qui se désertifie, c'est pas bon non plus pour les métropoles. Donc moi je suis tout à fait hostile à cette opposition entre le rural et l'urbain. Je crois qu'il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Et puis nous attendons surtout que le Premier ministre, après nous avoir écoutés, fasse un signe. J'ai moi-même suggéré que ces fameux 11 milliards, on les fasse en 5 ans et pas en 3 ans. Ça pourrait être déjà un premier ballon d'oxygène donné à la collectivité. Une vraie tension aujourd'hui de la part des maires vis-à-vis du pouvoir central, vous le sentez ça? Vous le sentez un peu dans les débats qui ont déjà eu lieu et on le verra sans doute demain aussi. Merci beaucoup. Voilà des propos très politiques. Alain Juppé dans les allées du Congrès des maires de France. Il y a quelques minutes à peine au micro de Michael Zamès et Nathalie Guillouard. Bonjour Jacqueline Gouraud. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Association des maires de France. Vous présidez la commission, cette fameuse commission autour de l'intercommunalité. Je rappelle également, c'est toujours important, que vous avez un pied dans l'action puisque vous êtes restée conseillère municipale de votre commune, la chaussée Saint-Victor. L'intercommunalité, c'est donc ces regroupements de communes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire français est aujourd'hui, tapissé d'intercommunalités? Il n'y a plus de trous aujourd'hui. Oui, globalement, oui. À quelques rares exceptions. Ça a été une volonté des différents gouvernements, d'ailleurs. Ça remonte à loin. Il y a eu la loi Chevènement qui a boosté un petit peu tout ça. Et puis, il y a eu la loi
réforme des collectivités De territoriales de 2010, qui a dit il faudra des intercommunalités partout. Et avec un chiffre qui avait été, un seuil qui avait été fixé en 2010 à 5000 habitants. Donc l'intercommunalité est maintenant une réalité. Je crois que c'est important de le rappeler tout simplement, parce que ça change l'organisation bien sûr territoriale, et ça change aussi au-delà du fait que le bloc communal s'est renforcé, que la solidarité entre le monde rural et le monde urbain au sens large ou périurbain s'est renforcée. Je crois que aussi ça a changé les relations entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Je pense en particulier aux relations entre le bloc communal et le département et le bloc communal et la région. Il y a une sorte d'interface désormais entre les deux. Oui, c'est-à-dire que autrefois le Conseil général était l'interlocuteur et la réponse souvent aux communes et aux plus petites d'entre elles, dans la mesure où elles n'avaient pas la surface suffisante au sens large du terme pour répondre à tous leurs besoins. Maintenant, l'intercommunalité donne réponse beaucoup aux plus petites communes. Et donc, ça change aussi la mission des départements et les relations que les départements doivent avoir avec le bloc communal. Alors, en un mot, elles font quoi aujourd'hui, les intercommunalités qui recouvrent le territoire français? Alors, comme vous le savez, d'abord tout cela est organisé par une loi, puisqu'il y a des compétences obligatoires qui sont différentes selon le niveau d'intercommunalité entre, évidemment, les communautés urbaines et les communautés de communes en passant par les communautés d'agglomération. Et puis, il y a aussi celles qui sont facultatives qu'on peut gérer au niveau communal comme au niveau intercommunal. C'est une organisation librement choisie. Et on se rend compte que selon les territoires, l'intercommunalité n'a pas toujours la même vocation, parce que les territoires sont très différents. Il y a des endroits où les intercommunalités sont des intercommunalités de projets structurants sur un bassin de vie avec des grands équipements, etc. Et puis vous avez d'autres endroits où l'intercommunalité apporte davantage de services que des grands projets structurants. C'est pour mieux répondre, au fond, aux besoins du territoire, ce qui démontre de plus en plus qu'on ne peut pas avoir un modèle qu'on pourrait appliquer partout, mais que chaque territoire doit s'organiser en fonction de ses besoins, car on ne peut pas concevoir l'intercommunalité de la même manière. Je vais prendre un exemple concret pour peut-être expliquer que, par exemple, en milieu urbain, souvent la compétence scolaire n'est pas transférée parce que il y a des communes qui ont suffisamment d'écoles, d'enfants dans les écoles et que ça reste dans les communes et c'est géré en proximité. En zone rurale, souvent, eh bien, il y a la compétence des scolaires qui a été transférée. D'ailleurs, avant que n'existent les communautés de communes, il y avait ce qu'on appelait les SIVOS, les syndicats intercommunaux, à vocation scolaire. Parce que la survie de l'école en milieu rural passe par l'intercommunalité. Et donc par des regroupements. Voilà, par des regroupements. Donc tout cela doit être dans un cadre, je dirais, général, bien sûr, mais doit laisser au territoire la capacité à s'adapter à leurs besoins. On va y revenir tout de suite sur ce point. Mais est-ce que les Français aujourd'hui connaissent mieux leurs intercommunalités? Aux dernières élections, par exemple, de mars dernier, les élections municipales, on pouvait flécher les représentants intercommunaux, un premier pas pour une meilleure, en tout cas, connaissance. En tout cas, oui, parce que pour la première fois, quand les citoyens dans les communes ont voté, elles avaient toujours la liste communale et la liste intercommunale, même si parfois la liste intercommunale, c'était 2 personnes. Hein. Oui. Il faut aussi mesurer. Mais c'est une manière, évidemment, de faire passer l'intercommunalité dans la conscience des citoyens. Mais moi, je suis de celles qui pensent que parfois les citoyens sont en avance sur les élus sur ce sujet. Parce que quand on vit sur un bassin de vie comme on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on habite à un endroit, on va travailler à un autre, on va, je sais pas, au cinéma dans un 3e et faire du sport dans une 4e commune, les citoyens pratiquent les déplacements dans un bassin de vie toute la journée. Et donc,
en tout cas dans l'intercommunalité dans laquelle je vis, les gens ont bien conscience de vivre dans un bassin de vie qui s'appelle l'agglomération blésoise et que la réponse à leurs besoins, évidemment, ils trouvent ça logique que la piscine se soit faite au niveau intercommunal et que, par contre, les terrains de foot restent au niveau de chaque commune, parce que ça, il n'y a pas besoin de les transférer. Alors Jacqueline Gouraud, on est à la veille d'un rebalayage de cette intercommunalité. Il y a cette fameuse loi NOTRe, et cette loi, vous le savez, on en a suffisamment parlé, on va continuer d'en parler sur Public Sénat, qui va organiser les compétences entre les différents niveaux administratifs français, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes. Une loi en discussion, en tout cas qui va arriver très bientôt là au Sénat. Oui, le 16 décembre. Et dans cette loi, il y a un nouveau seuil, ce fameux seuil de 20 000 habitants qui serait le seuil pour le gouvernement adéquat pour organiser les intercos. Or, sur ce point, l'AMF est vent debout. Oui, l'AMF est vent debout. Je ne sais pas si vent debout, c'est la bonne expression. Enfin, ça dépend qui s'exprime à l'AMF. Il y a différentes façons de s'exprimer. Mais en tout cas, c'est vrai que le chiffre de 20 000 habitants pose problème. Je rappelle simplement, parce que je crois qu'il faut toujours dire la vérité, que quand on a discuté en 2010 de 5 000, c'était déjà vent debout, si je puis me permettre. Et que ça a été de longs conciliabules pour arriver à 5 000. Moi, j'ai plusieurs remarques à faire. La première remarque, c'est que c'est un peu dommageable qu'on change la règle du jeu aussi peu de temps après. C'est-à-dire la loi de 2010, il y a 4 ans, il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour faire des communautés de communes et qui malheureusement vont se trouver à 15 000 habitants et subitement on va leur dire, alors que par exemple ils se sont fondés au 1er janvier de cette année, on va leur dire ça va plus, il faut encore vous agrandir. Ça, c'est une maladie un peu française de changer les règles du jeu très régulièrement et c'est très dommageable. Peut-être qu'on aurait dû fixer un seuil. Parce que finalement, c'est pas si simple de mettre toujours tout le monde d'accord, voilà. Même bon, localement, surtout localement. C'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut bien mettre en avant la notion de bassin de vie, c'est-à-dire de réalité de territoire avec, comme je le disais à l'instant, des bassins d'emploi, des bassins de déplacement, des zones d'habitat, enfin vous voyez, bon, entre habitat et travail. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur les territoires. Je vois quand je pense à mon département, je vois par exemple le nord-est de mon département, c'est dans le Loir-et-Cher, mais ils disent si on s'agrandit, on fait une communauté de communes avec Beaugency qui est dans le Loiret parce qu'on est dans le grand bassin d'Orléans. C'est comme ça parce que le département est structuré comme ça. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de cela. D'autre part, j'ai écouté très attentivement la ministre ce matin. Marie-Lise Lebranchu, qui était présente. Voilà. Et il m'a semblé, d'abord elle a eu un discours très posé, et il m'a semblé qu'elle avait fait, qu'elle avait beaucoup modulé son propos. En ce sens qu'elle a dit d'abord que 20 000 habitants, c'était pas une barre, un chiffre, un plafond ou je ne sais quoi, que c'était plutôt un objectif à atteindre et que, bien sûr, s'il y a des communautés à 18 000, on n'allait pas les embêter pour qu'ils montent à 20 000. Elle a dit ça. Deuxièmement, elle a dit qu'on tiendrait compte de la densité de population. Troisièmement, elle a dit qu'on tiendrait compte des durées de déplacement d'un bout à l'autre d'une intercommunalité. Donc je crois, si vous voulez, que le gouvernement est, je l'espère en tout cas, en train de prendre conscience qu'on ne peut pas... un chiffre, c'est toujours peut-être une référence à mettre en avant, mais que ça ne peut pas être en soi une barre ou un plafond qui doit être absolument et impérativement atteint. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à des amendements soit gouvernementaux, soit des amendements parlementaires qui seraient acceptés par le gouvernement sur ce point. Je peux vous assurer, en tout cas, qu'au Sénat, il y aura des amendements pour supprimer ces 20 000 habitants. Alors la question de fond, c'est est-ce qu'il faut un chiffre? La question de fond, c'est cela. Est-ce qu'il faut dans la loi qu'il y ait un chiffre pour je dirais, faire avancer un peu l'intercommunalité? La vérité, alors je ne vais pas me faire que des copains en disant ça, mais il y a des gens qui quand même ne veulent jamais bouger aussi. Il faut quand même dire ça. Il y a des gens qui ne veulent jamais bouger et qui préfèrent mourir tout seuls que de se rassembler. Donc le chiffre a la bonne, le bon effet de tendre vers un objectif. En même temps, il faut réaliser que dans le monde dans lequel nous vivons et dans la France dans laquelle nous vivons, il y a de telles disparités
de densité de population que 20 000 habitants. Quand vous dites ça, quand je dis ça à mes copains de Seine-Saint-Denis, 20 000 habitants, c'est le petit village pour eux. 20 000 habitants dans certains départements, et je ne parle pas du mien, il faut faire 100 km pour pouvoir faire 20 000 habitants. Et vous comprenez bien que ça n'a pas la même signification et que ça n'aura pas le même effet en matière de service public, car que recherchons-nous ? Eh bien, c'est d'être efficace en matière de service public, et donc je pense qu'il va falloir faire preuve d'intelligence et, comment dire, de souplesse pour que la loi soit une loi, je dirais, républicaine cadre, dans laquelle puisse s'insérer l'ensemble des territoires français. Ah ben on sera attentif au débat parlementaire qui va s'ouvrir. Une dernière question, elle concerne le coût des intercommunalités. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes extrêmement intéressant il y a quelques semaines qui dénonçait des dérapages en matière d'embauche de fonctionnaires territoriaux, plus 60% en l'espace de 10 ans, en l'espace de 2004 à 2014. Donc l'interco, ça coûte cher. Ça coûte cher aussi aux contribuables. Alors, moi, j'ai une grande philosophie. Je pense que quel que soit le niveau de collectivité, vous avez des mairies qui coûtent très cher aussi. Des départements qui coûtent très cher, des régions qui coûtent très cher. Il y a des bons gestionnaires et il y en a des moins bons. Ça, c'est partout et dans tous les niveaux de collectivité. En ce qui concerne l'intercommunalité, bien sûr, on a créé une structure nouvelle. Alors, il y a eu des endroits où on n'a pas fait très attention aux embauches, c'est vrai, ça a existé. Oui. Bon, mais il y a des endroits où on a fait attention aux embauches. Il y a des endroits où on a mutualisé avec la ville-centre et voire avec d'autres communes. Et puis surtout, ce qu'on oublie toujours de dire, n'est-ce pas, c'est qu'on a apporté, en créant l'intercommunalité, des services nouveaux dans les communes qui n'avaient pas ces services. Et que donc, on a bien été obligé d'avoir du personnel pour assumer ces services. Alors ceci dit qu'il y a eu trop d'embauches, c'est vrai dans certains endroits. C'est pas vrai partout. C'est aussi ça la diversité du territoire. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud d'avoir été avec nous, vice-présidente de l'Association des maires de France, sénatrice bien sûr, je ne l'avais pas signalé tout à l'heure. Je vous propose tout de suite de revenir au débat de cet après-midi ici au Congrès des maires de France, un débat toujours passionné autour des rythmes scolaires, ça se passe dans la grande salle plénière et je vous propose d'écouter le discours introductif de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. On se retrouve bien sûr tout de suite après. Comme celle-là, je sais qu'on doit vous le dire souvent à cette tribune, mais je le redis, j'ai le plus grand respect pour ce très beau mandat de maire et je sais à quel point au quotidien ça doit être compliqué de faire face aux injonctions parfois paradoxales de vos propres habitants et je veux vous dire que en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, j'ai vraiment envie que les choses se passent au mieux entre nous et j'ai envie que le dialogue s'installe sur tous les aspects. On va en aborder d'autres que les rythmes scolaires. Alors commençons par cela, les rythmes. D'abord, je pense que ça a été dit par certains d'entre vous, je les en remercie. Il y a quand même un consensus sur ce qui a présidé à l'adoption de la réforme des rythmes, appelons-la éducatifs. Vous avez raison, ce serait plus logique de dire ça comme ça. La nécessité d'offrir à nos enfants les conditions d'un meilleur apprentissage pour les faire réussir tout simplement. Je le redis ici, qu'on soit de droite, de gauche, quelle que soit l'étiquette politique, d'une petite commune ou d'une grande commune, on est tous d'accord sur le fait qu'on apprend mieux en 5 matinées qu'en 4 matinées et je reviendrai sur les intérêts pédagogiques de cette réforme. Mais c'est vrai que cette réforme a conduit, et ça vous a impacté très directement, aussi à réserver désormais du temps dit périscolaire que vous avez été en charge d'organiser. Alors moi, ce sera peut-être une différence par rapport à mes prédécesseurs. Je ne vous dirai pas ici, le périscolaire, c'est pas mon affaire, c'est la vôtre. Je considère que c'est une responsabilité partagée. Juridiquement, c'est sans doute vrai que c'est des communes qui le relèvent d'organiser le périscolaire, mais politiquement, précisément, si nous avons mené cette réforme à laquelle je crois beaucoup, c'est parce que nous voulions à la fois donc faire mieux travailler nos enfants, mais aussi leur permettre à tous, sans condition de ressources de leur famille, d'accéder à des activités variées, de loisirs, de culture, de sport, que peut offrir le périscolaire quand il est bien organisé, comme on l'a entendu dans les quelques exemples. Donc, j'ai envie que ce périscolaire s'organise et qu'on soit à vos côtés pour le faire. Je sais qu'il vous coûte de l'argent, pour dire les choses simplement. Je n'ai jamais prétendu que par le fonds d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires, le FARS,
plus l'aide de la CNAF, on résolvait vos problématiques de financement. Je sais très bien qu'il vous reste une partie du coût à prendre en charge. Et pour autant, je nous demande collectivement d'y voir un investissement dans l'avenir. Parce que je crois que ce qu'attendent aussi les Français, que ce soit nos électeurs à nous ou les habitants de vos villes, c'est aussi que l'on investisse dans l'intérêt général. Et c'est l'intérêt général que de permettre à nos enfants, encore une fois, non seulement d'accéder à ces compétences et appétences supplémentaires que leur offre l'accès aux activités que j'évoquais, mais aussi, grâce à cette ouverture sur d'autres mondes, de mieux réussir leur scolarité. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais moi je voudrais insister là-dessus, à un moment où je présente un plan de lutte contre le décrochage scolaire, mais pratiquer une activité artistique, culturelle, sportive comme celle que vous avez décrite, c'est une merveilleuse façon de raccrocher des enfants qui sont en mésentente avec l'école et avec l'environnement scolaire aussi. Donc vous contribuez aussi à cela et il faut en avoir conscience. Bref, le financement, parce que ça vous coûte, je vais vous dire, la toute première chose à laquelle j'ai travaillé quand je suis arrivée dans ce ministère, vous savez dans quelles conditions je l'ai repris, c'était à la fin du mois d'août, et il m'a fallu batailler, c'est à reconduire le FARS sur l'année 2015-2016. Et nous l'avons fait, nous avons pris cette décision, le Premier ministre l'a accepté, c'est donc, tout comme cette année 2014-15, 400 millions d'euros, 400 nouveaux millions d'euros qui seront mis à disposition des communes l'année suivante. Alors, j'entends bien, parce qu'on se parle souvent et je sais quelles peuvent être vos réserves, vous vous interrogez en particulier sur le fait qu'on demande désormais aux communes de s'engager dans des plans éducatifs territoriaux qui, du coup, conditionneront, entre guillemets, le versement sur l'année 2015-2016 de ce fonds d'amorçage ou de ce fonds d'accompagnement. Je trouve aussi cela plus logique de l'appeler fonds d'accompagnement par ailleurs, je voulais vous le dire. On y reviendra. Pourquoi est-ce que c'est important pour les communes de s'engager dans des plans éducatifs territoriaux? Non pas pour leur imposer des démarches supplémentaires extrêmement coûteuses en temps ou en énergie, mais simplement pour organiser au mieux possible sur le terrain précisément à la fois l'application d'une réforme qui se veut générale avec les mêmes dispositions pour tout le monde et en même temps l'adaptation à une réalité locale dont on a vu toute la diversité ici. Madame, je vous écoutais parler. Voilà, donc les plans éducatifs territoriaux, ça permet à chaque acteur local, État déconcentré, décentralisé, plus collectivité locale, de mettre leurs forces bout à bout, en commun, pour pouvoir résoudre des problématiques du quotidien dont on n'a pas encore entendu parler sur cette tribune, mais j'imagine qu'elles vont venir de la salle. Par exemple, comment est-ce qu'il n'y a pas de rupture dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap entre le temps scolaire et le temps périscolaire? Les PEDT, ça sert à régler ce type de problématique, avec un État qui s'engage aussi pour apporter des réponses. Comment est-ce qu'on vous aide à trouver des animateurs qualifiés? Ça sert à cela. Je ne veux pas que ces PEDT que nous demandons donc à toutes les communes de signer à nos côtés, deviennent un exercice contraignant. Et c'est la raison pour laquelle, ce sera aussi une illustration de l'état d'esprit de dialogue dans lequel je suis, j'ai proposé aux associations d'élus, AMF, AMGVF, de travailler ensemble à une circulaire sur ce qu'est un PEDT exactement, pour que ce soit le maximum de simplification, le minimum de contraintes, le maximum d'efficacité aussi. Et cette circulaire sur le contenu d'un PEDT sera adressée à mon administration d'abord pour que, académie par académie, les communes, en particulier les plus petites, soient accompagnées, qu'on ne leur lâche pas la main tant qu'elles n'ont pas réussi à signer cette convention, ce document, et que surtout, cela nous conduise à améliorer la qualité des activités périscolaires. Je préciserai simplement pour finir que quand on dit améliorer la qualité des activités périscolaires, ça ne veut pas dire forcément tomber dans quelque chose de luxueux. Je veux dire, on n'est pas en train d'attendre nécessairement des choses extrêmement coûteuses. Il y a des choses qui ne coûtent pas. D'ailleurs, on va créer une banque de données pour que justement les maires puissent échanger aussi des idées, des activités qui ne coûtent pas d'argent et qui permettent malgré tout d'ouvrir les enfants sur d'autres horizons, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je terminerai là et puis je répondrai aux autres questions. Merci. Merci. Alors justement, on va entendre les élus en commençant de ce côté. Monsieur Homé. Oui, Antoine Homé, je suis maire d'une commune de 15 000 habitants, Wittenheim, dans l'agglomération de Mulhouse. D'abord, sur la question du temps scolaire, une petite observation pour un maire transfrontalier.
Nous étions un cas unique en Europe. Si l'on regarde près de chez moi l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse, c'est intéressant. C'est 5, voire dans certains Länder allemands, 6 matinées de classe. Donc ça, c'est intéressant aussi de se rendre compte que nos voisins étaient déjà sur des amplitudes plus larges. Sur l'affaire du périscolaire, j'avais un CEL à Wittenheim, ça marchait bien. Lorsque ça a été supprimé, il y a 2-3 ans, ce fut un traumatisme. Donc nous avons décidé de nous engager dès 2013 dans la réforme des rythmes scolaires. Alors évidemment, comme tous les collègues, je partage les inquiétudes en termes de financement, l'idée également qu'il faut qu'on travaille bien avec les DAZEN pour les PEDT. Mais sur le fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a permis l'accès aux enfants, notamment des milieux modestes, eh bien, aux activités, et la ministre l'a dit très justement, je la remercie de sa présence, scientifiques, culturelles, artistiques. Dans ma commune, où il y a des quartiers populaires, 80% des enfants n'avaient pas d'activité, par exemple le mercredi. Et aujourd'hui, on a les 3/4 des gamins qui font les activités, plus de 1000 gamins, entre 1000 et 1100 gamins sur 1500. Donc avec un peu de recul, au bout d'un an, le bilan est vraiment positif de ce point de vue-là. On est très heureux de faire partager aux enfants ces activités. Disons les choses clairement, ce qui fait parfois la différence en termes de réussite scolaire entre les enfants des différents milieux sociaux, c'est pas l'école. Les enseignants font toujours et partout un travail remarquable. Mais c'est souvent l'à côté. Et donc mettre en œuvre le périscolaire avec ambition, c'est tout simplement œuvrer pour l'égalité des chances. Et nous, de ce point de vue-là, au bout d'un an, on a pas mal de satisfaction. Je voulais le dire, il y a des difficultés, mais il y a aussi vraiment des raisons d'être satisfait de ce qu'on a engagé. Merci. Merci. Madame, vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Claire Guéroux, maire d'une petite commune rurale de 1000 habitants en Seine-Maritime, Écrainville. Bonjour, Madame la Ministre. Je vais vous parler de notre petite modeste expérience. Nous, on a beaucoup travaillé, alors c'est vrai que ça a été l'intérêt de cette réforme, on a beaucoup travaillé avec les parents en concertation, également avec les enseignants. Et nous, dans l'intérêt de l'enfant, 70% des parents ont demandé à ce que ce soit le samedi matin et non pas le mercredi. On a eu beaucoup de mal à avoir la dérogation, mais vraiment. Au niveau de l'académie, ils ne voulaient pas nous la donner. Donc on a fini par l'avoir, puisque de toute manière, c'était dans le décret Hamon, je crois. Donc on a pu l'avoir, mais bon. Et ça se passe bien. Les enfants ne sont pas fatigués, les parents sont très contents. On a eu un conseil d'école récemment. Ils sont contents du samedi matin. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont contents de la réforme. Ils sont contents du samedi matin, du choix du samedi matin. Ça leur permet de voir les enseignants. Puisque nous, on a 80% d'actifs dans les parents. C'est le jour où ils peuvent rencontrer les enseignants. Ensuite, pour mettre en place cette fameuse réforme, on a dû, nous, agrandir les locaux de la garderie. Puisque les horaires étant décalés, il y a des parents qui, avant, pouvaient venir chercher leurs enfants, qui, aujourd'hui, ne peuvent plus le faire. Donc ça, on a dû le financer. Cette réforme, elle est très bien pour les enfants qui vivent qui ont la chance de vivre dans des communes qui ont les moyens, les locaux et qui sont bien structurés ou qui ont fait des choix budgétaires pour mettre en place des animations pour les enfants avec des animateurs qualifiés. C'est pas notre cas. Voilà. Nous, on a toujours, en travaillant avec les parents, on n'a pas les locaux. Moi, j'ai pas de quoi faire 9 groupes. On a des classes doubles, des classes mixtes avec des doubles niveaux. J'ai pas de locaux. La salle polyvalente, elle est à 400 mètres, donc le temps d'y aller, de revenir, il faut traverser la départementale, c'est impossible. Donc, on n'a pas de locaux. Les fonds nous servent aussi à payer, à financer la demi-journée supplémentaire. Il faut bien payer les ATSEM, il faut bien payer le ménage, etc. Donc, ça a un coût aussi. Il n'y a pas que les activités qui ont un coût. Et voilà, donc nous, on a des bénévoles qui viennent. On a la chance d'avoir des bénévoles qui viennent dans le cadre de la garderie pour occuper un petit peu les enfants. Ça se passe pas mal. On en a qui font de la sculpture, on en a qui font des activités manuelles. Bon, ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a la chance d'avoir des bonnes volontés. Je vous ai ramené des Scooby-Doo. Hein, c'est comme vous dites, on n'est pas obligé de faire des choses luxueuses. Donc voilà, nous, ce que font les enfants à Écrainville, entre autres. Hein, ils font pas que ça, mais voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est la pérennisation du fonds d'amorçage, mais sans condition, que ça ne soit pas conditionné à un PEDT. Voilà, demande claire. La parole passe de ce côté. C'est à vous, monsieur. Madame la ministre, cher collègue Jean Boutry, je suis maire de Cran-Gevrier, ville de la Haute-Savoie, de l'agglomération d'Annecy, ville de 18 000 habitants. On s'est engagé dès l'année dernière, en 2013, dans la réforme des rythmes scolaires parce qu'on travaillait, nous, depuis longtemps sur ces questions d'aménagement du temps de l'enfant et on était convaincus que le retour à la semaine de 4 jours et demi était bénéfique pour la réussite scolaire. Je vais vous donner quelques éléments d'enseignement et puis formuler
3 demandes, propositions à l'attention de la ministre et également de la CNAF. Nous, on a abordé cette question-là, évidemment, dans la concertation, mais en ayant pour première préoccupation de favoriser la réussite scolaire des enfants. On s'est situé dans l'esprit même du texte en allégeant chaque journée scolaire, donc moins 3/4 d'heure d'école chaque jour, et en renforçant les matinées. Donc on est passé à une semaine dans laquelle les après-midi sont des après-midi de 2 heures et des matinées de 3h15 et de 3 heures le mercredi. On a notamment rallongé le temps du midi de 2h à 2h15 parce qu'on devait gérer à la fois 2 services de restauration scolaire dans toutes les écoles élémentaires. On a 800 enfants qui mangent chaque jour à l'école. Et parce que de l'analyse qu'on avait faite avec les partenaires éducatifs, on se disait qu'il faut absolument améliorer ce temps du midi pour veiller à ce que les enfants récupèrent et reprennent la classe l'après-midi dans de bonnes conditions de calme. Et je dois vous dire que quand on a travaillé sur cette question des activités périscolaires, quelle activité périscolaire, on a un peu tâtonné et on s'est rendu compte au bout de cette première année d'exercice que le débat sur la qualité des activités périscolaires, activités artistiques, culturelles, sportives, on avait été très impacté par le débat très parisien sur la qualité de ces activités. Et je pense que la question de la qualité, elle n'est pas vraiment là. Elle n'est pas dans des activités nourries, dans de nouveaux apprentissages qu'on imposerait aux enfants dans des temps dans lesquels ils doivent récupérer, mais elle est davantage dans la qualité de ces temps de récupération, de façon à favoriser les apprentissages scolaires. Et donc, nous, on a misé davantage sur des activités. On a changé en cours d'année. On avait fait une offre dans le temps du midi, diverses activités culturelles ou sportives. On est revenu davantage à des activités plus légères, fondées beaucoup sur du jeu de société. On a même introduit du yoga, de la sophrologie, vraiment des activités de récupération. Et je voulais dire à l'attention des collègues maires que, ce faisant, on fait aussi de l'activité moins coûteuse. Alors nous, on était déjà investis dans le périscolaire, mais en ayant déployé quelques moyens, on a un budget global dans notre commune de 220 000 euros de plus injectés, soit à peu près 150-160 euros par élève. Et là, j'en viendrai à ma première proposition. Je souscris à ce qu'un certain nombre de collègues ont déjà dit. Il faut évidemment pérenniser ce fonds d'amorçage et le convertir en fonds de soutien. Mais moi, j'aurais envie de proposer une clé de financement durable en 3 tiers. 1 tiers financement par l'État, 1 tiers caisse d'allocation familiale, 1 tiers commune. Je conçois qu'on doive participer, nous communes. On est un partenaire investi. Je pense que au moment où la semaine est passée à 4 jours, on a fait nous aussi quelques gains à ce moment-là. Moi, j'ai accepté, on a accepté, nous les élus, de contribuer. Mon deuxième message, il est plus à l'intention de Jeunesse et Sport et de la CAF. Je pense qu'il faut vraiment nous faciliter la vie en termes de normes. Et à propos du projet éducatif de territoire, vous savez que c'est long à élaborer. Nous, on a démarré qu'avec un pré-projet. On n'a pas encore signé le projet. Si, on va le signer, je pense, dans le premier trimestre 2015. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre le temps de roder le dispositif. Ensuite, il faut monter des PEDT qui soient très bien articulés avec les projets des écoles elles-mêmes. Et puis, il faut également donner un peu de temps au temps, de façon à associer l'ensemble des partenaires et à conduire une véritable concertation. Et quand finalement l'assouplissement, moi je salue les assouplissements qui ont été faits en normes d'encadrement, mais à la fois, on m'a dit que pour que réellement on puisse être agréé avec des encadrements assouplis, il faut avoir signé le PEDT. Moi je pense qu'il faut donner cette facilité avec moins de formalisme dans ce qui est demandé dans les projets éducatifs territoriaux. Voilà. Merci. Non, j'en ai terminé, chers collègues. Je veux dire que maintenant, il faut aller au bout sur la réforme aussi des programmes de façon à alléger la journée scolaire. Mais je pense que c'est un autre Merci, chantier. monsieur le maire. Voilà, vous êtes effectivement très nombreux
à vouloir intervenir. Et donc, je vous demanderai d'être concis dans vos interventions pour laisser un peu de temps de parole à vos collègues. C'est à vous, madame. Oui, très bien. Je vais essayer d'être très concise. Madame Rigolet-Claudette, maire d'une petite commune de Chalandray dans la Vienne, 791 habitants. Je voulais intervenir à 3 titres. Je suis retraitée de la fonction publique. J'étais enseignante dans une école semi-urbaine et j'avais en charge 250 élèves. J'ai toute ma carrière, puisque je suis dorénavant retraitée, recherché justement ce PEDT. Nous avions mis en place au sein de nos écoles respectives toutes sortes de bidouillages, je dirais, en faisant des décloisonnements l'après-midi, en même faisant des associations le soir post-école pour apporter de la culture à nos élèves. Puisque enseignante de grande ruralité, je savais que l'instruction, nous étions capables, nous enseignants, de les donner, la culture, c'était un autre objet. Donc, forte de ce constat, nous avons mis en place, dans mon école, juste avant ma retraite, le PEDT, fonctionnant avec le centre de loisirs communal et intercommunal, donc peu de coûts. Puis, je me suis emparée de ceci également dans ma commune, où j'ai mis en place un PEDT. Et comme nous tous, les maires, nous avons des problèmes de budget dans une petite ruralité avec peu de budget, j'ai utilisé finalement la pause méridienne de midi à 2 heures. Et finalement, je n'ai qu'à budgéter 20 minutes de mes agents communaux en plus de ce qui se budgétait auparavant. Peu de coûts. Pour 70 élèves dans ma commune, je dépense 5 000 €. Écoutez-moi bien ça, et je ne dis pas de mensonges. Je ne dépense en plus que 5 000 € puisque les horaires sont les mêmes qu'avant. Transport scolaire du matin, transport scolaire le soir, exactement le même. Nous faisons des choses extraordinaire, mais en se soutenant du potentiel local. Les enfants ont fait un petit opéra avec des artistes locaux qui sont venus bénévolement. Donc, en même temps, ils peuvent faire aussi du tri et une recherche sur l'environnement. Cela coûte rien, finalement. Puis, c'est aller plus loin. Dans notre communauté de communes, les 13 communes ont accepté de rentrer dans cette refondation de l'école dès sa proposition. Donc la communauté de communes a fait un PASSART avec des partenaires tels que la DRAC, le rectorat, la région, la communauté de communes et les communes. Et nous avons la chance d'être dans un CEJ, donc la CAF nous subventionne aussi, puisque nous étions rentrés dans un CEJ dès 2001. Notre accueil périscolaire était déjà subventionné puisque nous avons la chance d'avoir des agents formés par la volonté politique de la commune depuis 2001. Donc il n'y a pas eu de surcoût pour nous. Il y a juste un petit peu de bénévolat et nos agents avec une extension horaire à la pause méridienne de 20 minutes. Je voulais juste préciser une toute petite chose en tant que fonction. Oui, juste quelque chose. Il y a eu des choses qui ont été annoncées hier à propos des 4 jours. Je peux vous dire que moi, après 41 ans de travail au service de la République, j'ai toujours travaillé 4 jours et demi. Donc il y avait encore des communes de France qui étaient restées à 4 jours et demi. Je voulais juste faire cette précision-là. Merci de votre témoignage. Donc, les CEJ des contrats enfance-jeunesse. Madame, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame la Ministre. Patricia Léveillé, mairie de Rémière-Montjoly, adjointe ayant en charge les affaires scolaires. Madame la Ministre, vous avez fait le déplacement en Guyane française, vous n'avez pas souhaité rencontrer les élus, donc aujourd'hui, les élus de Guyane viennent vers vous porter leurs doléances. Je voudrais simplement rappeler que notre commune de Rémière-Montjoly compte 22 000 habitants, 10 écoles, dont une école privée. Donc ces 10 écoles concentrent à peu près 3 000 élèves. 2800 élèves sont concernés par l'aménagement des rythmes scolaires. Nous n'avons pas attendu une réforme pour mettre au service des enfants notre compétence en matière d'amélioration de leurs conditions de vie et de leur qualité de vie, puisque nous pratiquons l'aménagement des rythmes de vie des enfants et de la jeunesse depuis 1997. Aujourd'hui, la réforme vient corseter notre municipalité puisque nous ne pouvons pas émarger au fonds d'amorçage, tout simplement parce que nous ne pratiquons pas 9 demi-journées. Nous offrons aux enfants de notre territoire 5 matinées de classe. Dans vos propos introductifs,
Vous venez de dire, madame, que 5 matinées de classe favorisent la qualité des apprentissages. Nous y sommes, mais nous n'avons pas de service d'enseignement. Tout simplement, nous avons choisi un service d'enseignement le matin et les activités périscolaires l'après-midi. Nous souhaiterions nous inscrire durablement dans ce dispositif et pouvoir émarger au fonds d'amorçage. Or, le décret ne le permet pas. Je rappelle aussi à l'Assemblée que nous émargeons à hauteur d'1 500 000 € sur fonds propres. Peut-on condamner une commune qui, sur fonds propres, consacre 1 500 000 € au bien-être de ses élèves et ne pas lui permettre de participer au fonds d'amorçage, tout simplement parce qu'elle n'offre pas les 2 services d'enseignement. Il y a les 24 heures d'enseignement, mais pour le reste, nous souhaiterions nous maintenir à cette seule et unique matinée, au regard de nos spécificités. Je rappelle, Madame le ministre, que la République est une et indivisible, mais qu'elle est organisée en mosaïque de territoire et qu'il serait bien que les ministères s'en souviennent. Merci. Merci. Et là encore, lors de la journée des élus d'outre-mer, les élus guyanais ont parlé des conditions climatiques de travail l'après-midi et de la nécessité d'aménager et d'adapter le temps. C'est à vous. Bonjour, donc Virginie Perron. Je suis élue dans la commune de Saint-Paul, donc je félicite Madame Miranville d'avoir effectivement parlé de ma Saint-Paul de la Réunion. C'est ça. Donc encore une fois, nous sommes représentés aujourd'hui, j'en suis heureuse, parce que Madame Miranville a dit qu'à Mafat, il y avait des spécificités, et nous partageons ces spécificités à Saint-Paul, puisque nous avons aussi une partie de nos écoles là-bas. Par ailleurs, je voudrais remercier le prédécesseur de notre ministre, parce que grâce à lui, mon fils a une ambition. Il veut devenir président de la République pour qu'enfin on enlève cette réforme. Pour nous, elle n'est pas du tout facile à appliquer. Nous, on n'est pas une petite ville, on a 69 écoles. Imaginez le nombre d'élèves que ça représente. On commence à 8 h le matin, nos enfants sont fatigués. Ils ne peuvent plus aller à l'école le matin sans les larmes aux yeux et beaucoup d'enfants rencontrent cette difficulté. Et nous avons demandé à Saint-Paul qu'une dérogation soit faite et la seule réponse que nous avons eue du rectorat, c'était l'imposition d'une journée, le mercredi matin, alors que nous avions demandé à ce que nous puissions être concertés sur ces doléances. On ne nous a pas écoutés et c'est tout le sens de cette réforme. On ne nous a jamais écoutés pour que pratiquement on puisse mettre vraiment cette réforme à exécution. Madame le rapporteur tout à l'heure a dit des choses très vraies et Madame la sénatrice tout à l'heure, elle par contre, je suis désolée de le dire, a dit que les politiques étaient très volontaires dans cette réforme. Nous n'avons pas eu le choix. Nous avons juste demandé à être écoutés, nous avons juste demandé à ce qu'il y ait une dérogation pour qu'effectivement cette réforme qui est coûteuse, nous la prenons comme un investissement sur l'avenir, mais on ne peut pas investir dans n'importe quoi. On veut que nos enfants, nous surtout à La Réunion, il y a beaucoup d'illettrisme, donc on ne peut pas se permettre de mettre des activités à l'école qui ne soient pas coûteuses. Il faut justement pallier à ça. Sur Saint-Paul, nous essayons de mettre l'anglais à l'école et c'est une réforme qui n'est pas facile du tout à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie. Merci. Monsieur, c'est à vous. Christophe Lubac, maire de Ramonville en Haute-Garonne, commune de 12 500 habitants et à peu près 1 millier d'élèves dans nos écoles. Moi, je voulais dire 2 choses. D'abord, à différence de ma collègue précédente, cette réforme, nous l'avons vécue vraiment comme une double chance. Une chance pour les enfants d'abord, puisque on a assez rapidement identifié que ça pouvait être un complément important pour l'acquisition du savoir auprès des jeunes et qu'on pensait que c'est un véritable élément de réduction des inégalités. Et la deuxième chance, c'est celle des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, quand elles parlent d'éducation, sont souvent vues, et notamment dans le primaire, comme des gestionnaires. Et là, nous pouvons, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par le directeur de la CNAF, parler effectivement de rythme éducatif. On va même, et c'est ça que l'on plaide, parler de coéducation. Alors bien entendu, il n'est pas dans la logique de se dire que les collectivités sont là pour remplacer le cadre de l'éducation nationale. Bien entendu que non. Mais par contre, que l'on puisse trouver des complémentarités entre le savoir de base qui est dans l'école et ce que peuvent amener les collectivités territoriales au travers de leurs partenaires associatifs, par exemple, voire
des agents de leur collectivité, des ateliers culturels ou sportifs, pour voir et trouver des complémentarités entre le projet des écoles et le projet éducatif pour améliorer les savoirs et les acquis. Alors, il y a un exemple que je prends souvent et qui peut être assez, j'allais dire, intéressant pour la réforme des rythmes scolaires. Sur la question très rapidement, du théâtre. Par exemple, vous avez la possibilité de travailler au niveau de l'école sur la question des savoirs de base. Comment est-ce qu'on apprend à lire et à écrire? Vous pouvez travailler sur la question du corps au travers des associations ou d'ateliers. Et là, le périscolaire peut intervenir. Vous pouvez aussi travailler sur des choses très manuelles, si vous avez besoin de faire des décors, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on peut, autour d'un seul et même projet, à l'intérieur d'une école, d'un groupe scolaire, voire d'une commune, avoir un sens commun qui permet aux enfants d'avoir différents acquis au cours de leur journée scolaire et au cours du périscolaire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important et qui, à mon sens, va dans le fait de réduire les inégalités. La culture scientifique et technique à l'école est possible maintenant, alors que nous avions du mal, entre guillemets, pardonnez-moi du terme, à rentrer dans les écoles précédemment quand on était des collectivités territoriales. On peut y rentrer et on peut travailler de manière intelligente et collective. Par contre, effectivement, la question de la pérennisation du fonds est importante et je souscris à ce qui a été dit par un collègue tout à l'heure sur une règle qu'on pourrait effectivement définir, discuter, dialoguer sur la question des 3 tiers pour qu'on puisse arriver à trouver des modalités communes de financement de cette réforme qui, à mon sens, est essentielle. Dernier élément sur le projet éducatif de territoire. Il faut laisser du temps à la construction d'un projet éducatif de territoire. On a mis en place cette réforme en septembre 2013. Et quelques mois avant les élections municipales, je peux vous garantir que c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile. Le projet éducatif de territoire, on va le mettre en place maintenant, plus d'1 an après. Ce qui veut dire qu'il faut du temps pour que ça mûrisse auprès de nos partenaires de l'éducation et du monde associatif pour arriver à avoir un projet éducatif de territoire partagé et qui soit efficace pour nos territoires. Merci. La parole est à vous, madame. Bon, et vous avez beaucoup de collègues encore qui souhaitent intervenir, donc je vous demande. Il faut être voilà. bref. J'essaierai de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Bonjour Madame la Ministre, chers collègues. Donc, je suis Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, ville de la banlieue lyonnaise de 43 000 habitants. C'est une ville qui a beaucoup d'enfants scolarisés parce qu'elle est très jeune, plus de 6 600 enfants. Et je dois dire que, contrairement à certains de mes autres, de ce que j'ai pu entendre, les parents, et peut-être parce que c'est une ville très populaire, ont vécu cette réforme, certes avec prudence, mais avec une réelle envie d'école, en se disant, et c'est ce que je voudrais porter comme note un peu positive, l'idée que l'école est importante et donc que le temps périscolaire qui est vécu comme une continuité est un temps important. Et ça a été vécu comme peut-être la chance de pouvoir avoir accès à des activités différentes pour avoir un peu plus de chance comme dans les autres villes. Je rappelle que je suis dans une ville où près de 40% des jeunes sortent à 16 ans sans aucun diplôme et parfois en décrochage scolaire, ce qui m'amène à 2 remarques. Vous voyez, je serai brève. La première, c'est de dire que le PEDT me semble être une chance si nous avons le temps de le construire avec tous les partenaires, avec l'éducation nationale, parce que les enseignants et les parents, la collectivité peuvent être complémentaires dans ce PEDT. Encore faut-il calmer toutes les inquiétudes des uns et des autres et vérifier que les temps de chacun soient bien respectés. Moi, je demanderai du temps pour construire ce PEDT parce qu'il peut être une vraie chance. Je demanderai bien sûr, comme tous mes collègues, que ce fonds d'amorçage devienne un fonds d'accompagnement, mais j'ai entendu que c'était présent. Et puis, qu'on puisse s'inscrire aussi dans la qualité des activités aussi, la question de la formation des animateurs, que l'on puisse nous donner aussi un peu de temps parce que c'est une nécessité qu'on les forme mieux. Et nous aurons la diversité, nous avons pu mettre en place l'éveil scientifique, des langues, parce que parfois dans le temps scolaire, les langues étrangères ne sont pas encore complètement enseignées et le temps de périscolaire peut être un temps intéressant. Dernière question, elle concerne le décrochage scolaire. J'aurais aimé, Madame la Ministre, dans une intervention que vous ferez peut-être tout à l'heure, que vous nous parliez des actions que vous comptez mettre en œuvre, parce qu'elles semblent pour moi dans la continuité de la réforme des rythmes scolaires. Merci. Oui, nous y reviendrons dans la deuxième partie de notre débat. C'est à vous, monsieur. André Rousset, le maire de Loris. Eh oui. Jeune maire. J'ai été élu donc au mois de mars. Dans le Luberon. Dans le Luberon, oui. J'ai été élu au mois de mars et on a déjà un PEDT
Mais c'est vrai que toute ma vie, je travaillais auprès d'enfants en qualité d'éducateur spécialisé, responsable de services éducatifs pour délinquants et thérapeute de couple. Mais c'est vrai qu'on a discuté avec toutes les parties concernées. Donc ça a été fait, mais je veux pas le faire long. C'est pour dire que le PEDT, c'est l'axe éducatif, c'est l'axe essentiel qui porte l'action. Il est indispensable si on ne veut pas faire de la garderie. Donc tout fonctionne bien et je vais en venir droit au but. Je veux poser la question à Madame le ministre. Moi, je suis à fond pour cette réforme qui a marché à Loris. Le seul problème qu'on a, c'est dans nos rapports avec les enseignants. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé tout à l'heure de circulaire. Est-ce que dans une circulaire ou dans le bulletin officiel ou je ne sais pas dans quoi, vous pouvez demander aux enseignants de montrer un peu plus d'ouverture par rapport aux praticiens autres? Vu ce que me disaient les collègues à travers les applaudissements, je ne suis pas le seul. Il faudrait qu'ils fassent ouverture. Je fais partie aussi du conseil éducatif du parc de Luberon et ça a été la première demande lors de la première réunion, essayer d'un peu réparer les relations entre les enseignants et les autres intervenants. Merci. Merci, Monsieur Rousset. C'est à vous, monsieur. Bonsoir, Bernard Morenne, le maire de Joigny, dans l'Yonne, le nord de la Bourgogne, 11 000 habitants, la plus belle ville du monde, si moi je ne le dis pas, personne ne va le dire. Très rapidement, pour dire que nous, dès septembre 2013, on a mis en place les réformes des rythmes scolaires. Ça a été très difficile. La résistance au changement, en particulier du corps enseignant, il a fallu l'affronter. Les parents d'élèves étaient plutôt favorables. Et puis voilà, ça a bien fonctionné. Ça concerne 1000 élèves. On frôle les 90% de participation. Je me suis même demandé en septembre dernier, en septembre 2014, si on l'avait relancé pour cette deuxième année, tellement on n'en parlait plus du tout. Voilà, ça a fonctionné. Il y a 18 activités différentes qui sont offertes à nos quasiment 1000 enfants. On a fait travailler aussi le personnel communal de façon à ce que ça coûte pas trop cher, enfin en tous les cas qu'on essaye de motiver tout ça. La police municipale par exemple fait de la prévention routière, nos bibliothécaires, l'animation du patrimoine s'y met pour faire découvrir notre ville. Dans des 18 ateliers qu'on propose d'activités, il n'y a pas, mais une de nos collègues vient de donner une idée, de faire une activité futur président de la République. Mais je crois qu'il y a des écoles pour ça qui coûtent bien plus cher, à mon avis, que ce que coûtent les enfants. Bon point de vue. Simplement, je termine là-dessus, très rapidement, on parlait d'inégalité. Oui, c'est extrêmement difficile pour les petites communes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, il y a une vraie inégalité. L'autre inégalité, c'est qu'il y a plein d'enfants qui, pour leur première fois de la vie, ont pu faire du théâtre, ont pu faire de la musique, ont pu faire de peinture, ils n'auraient jamais fait de leur vie, si ça n'avait pas existé. Je termine pour que Madame la ministre dise, lui il ne l'a pas dit, donc je vais le dire, il faut pérenniser le fonds d'amorçage, première chose. Je crois qu'il faut être cool avec les maternelles, parce qu'on finissait par réveiller les gamins de maternelle pour faire des activités. Madame la ministre, mettez pour les mères une petite croix où on coche option, oui ou non, voilà, ce n'est pas les maternelles. Et sinon, si vous voulez venir à Joigny, c'est pas loin, il y a une bonne cantine. Voilà, retour sur le plateau de Public Sénat pour la suite de ce congrès des maires de France. Vous l'avez entendu depuis quelques minutes, eh bien le débat s'est instauré, le dialogue s'est instauré entre la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et puis les maires qui viennent témoigner, qui viennent lui poser des questions sur ce dossier toujours particulier, toujours délicat de la mise en place des rythmes scolaires dans les communes de France. Claire Guéroux, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maire d'Écranville, Écranville, c'est dans la Seine-Maritime, une commune de un peu plus de 1000 habitants. Et vous êtes intervenu tout à l'heure. On vous a vu dans la grande salle devant les 10 000 maires. Et là, votre bras n'a pas tremblé pour poser toutes les questions et vos interrogations à la ministre de l'Éducation nationale. Alors, dans une ville comme la vôtre,
1000 habitants, c'est peu. Il y a une école, une centaine d'élèves. C'est difficile de mettre en place les rythmes scolaires tels que le voudrait le gouvernement, avec toutes les contraintes que ça exige. Oui, bien sûr, c'est très difficile puisque nous n'avons pas les moyens, clairement. Oui. Les moyens financiers, mais surtout les moyens de locaux. Enfin, nous, à Écrainville, on n'a pas les locaux pour accueillir 9 groupes d'enfants. Alors, comment vous avez fait ? Ben, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé en concertation avec les parents d'élèves, un peu aussi avec les enseignants également, et avec les associations. On a la chance d'avoir des associations dynamiques sur la commune. Et en fait, on a privilégié les enfants qui sont à la garderie, nous. Parce qu'on ne pouvait pas gérer 120 enfants en périscolaire, c'était impossible, on n'avait pas les locaux, ni le personnel. Donc on s'est dit que il y avait des enfants qui passaient beaucoup de temps en garderie, qui étaient déposés à 7h30 le matin, récupérés à 18h30 le soir. Et on a essayé de mettre en place des animations avec des bénévoles dans le cadre de la garderie. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Votre problème, c'est évidemment un problème de financement. Vous l'avez dit à la ministre tout à l'heure. Et de locaux. Et de locaux. Alors le financement, vous l'imaginez comment pour les années à venir ? Le financement. Mais déjà, nous, ce qu'on demande, c'est que le fonds d'amorçage soit pérennisé, mais sans condition, contrairement à ce qui a été dit, puisque si j'ai bien compris, on a reçu un courrier d'ailleurs cette semaine, le fonds va être pérennisé sous condition d'avoir un PEDT qui corresponde aux attentes de l'éducation nationale, ce qui ne va pas être notre cas, puisqu'on n'embauche pas d'animateurs qualifiés. Voilà, un témoignage d'un maire, Madame le maire, comme tant d'autres en ce moment même dans la salle plénière. Merci beaucoup Madame de nous avoir rejoints sur notre plateau. Christian Estrosi, le maire de Nice, nous a rejoint également. Bonjour, Bonjour. Monsieur le maire. On le sait, Christian Estrosi, vous êtes un maire extrêmement ambitieux pour votre belle ville de Nice. Est-ce que demain, vous aurez encore les moyens de vos ambitions ? Alors d'abord, quel est le maire qui n'est pas ambitieux Bien pour sûr, sa vous n'êtes pas le commune, seul. Depuis la plus petite commune de France au plus profond de notre ruralité jusqu'au cœur de nos grandes villes urbaines. Je crois que ce qu'il y a de plus beau comme mandat exercé dans la République, c'est d'abord celui qui vous permet de partager le quotidien de vos administrés et d'essayer de leur faire relever des défis. Pour cela que le Congrès des maires est un beau rendez-vous, et un rendez-vous où je ne souhaite pas que les maires se réunissent pour défendre leur propre statut, pour défendre leurs propres prérogatives, mais pour parler au nom de leurs administrés, de leurs concitoyens, de la vraie France, de celle qui, ici à Paris, me semble-t-il, n'est pas toujours celle qui est la plus écoutée dans sa diversité, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Donc vous dire que nous avons toutes les ambitions désormais pour assumer nos défis et les espérances de nos concitoyens, les choses deviennent plus compliquées. Pourquoi ? Il y a moins d'argent. Non, c'est surtout qu'il y avait une règle depuis 1945 voulue par le général de Gaulle, selon laquelle il y avait un principe intangible. Chaque année, on augmentait les dotations de l'État vers les communes en fonction de l'indexation sur le coût de la vie. Et pour la première fois depuis l'année dernière, nous avons affaire à un gouvernement qui transige à ce principe, sans aucune équité, sans aucune justice, c'est-à-dire que pour essayer de contenir ses propres déficits, ses propres erreurs de gouvernance, il essaie d'en faire payer le prix aux communes de France qui pourtant n'ont rien à voir dans le déficit creusé par l'État. Est-ce que vous admettez néanmoins, Christian Estrosi, que les temps ont changé, nous ne sommes plus à l'après-guerre et que nous sommes en période de crise, donc il faut faire des économies ? Mais en période de crise, il faut chercher la croissance. Et je rappelle que ce sont les communes en France qui représentent 70% de l'investissement public. Et que si vous faites chuter cet investissement public réalisé par les communes et par les collectivités territoriales, eh bien il n'y a pas de croissance au rendez-vous et donc l'État ne peut pas combler ses déficits. Simplement un chiffre, 0,1 point de croissance, ça représente 1 milliard de recettes pour l'État. Si nous étions à 3% de croissance, ça représenterait 30 milliards de recettes pour l'État. Ça veut dire que l'État n'aurait pas besoin de porter atteinte aux communes. Et comme en plus on baisse les dotations des communes, eh bien on va perdre encore plus de croissance et on rentrera sans doute en récession. Et donc faire des économies, ça n'est pas priver les communes de leur capacité d'investissement, bien au contraire. Est-ce que vous allez bloquer des dossiers, est-ce que vous allez bloquer des chantiers à Nice du fait de cette baisse de dotation ? Non, parce que nous avons construit une grande intercommunalité à 49, la première métropole et seule métropole existant en France depuis la loi de décembre 2010, qui part à 3000
maître d'altitude des cimes du Mercantour, la plus petite commune à 60 habitants, jusqu'à la 5e ville de France au bord de la Méditerranée, celle de Nice, où nous exprimons une vraie solidarité, un véritable écosystème, financer une station d'épuration dans la petite commune d'Isola, qui a une grande station de sport d'hiver qui s'appelle Isola 2000, pour 7 millions d'euros. C'est notre solidarité qu'elle n'aurait jamais pu financer toute seule. Et en même temps, eh bien, nous réglons des problèmes d'agenda 21, nous réglons des problèmes d'environnement, nous respectons nos bassins versants pour protéger le pavillon bleu de la Méditerranée et nous créons de l'attractivité pour attirer des investissements sur notre territoire tout en faisant des économies de fonctionnement. Mais il n'en demeure pas moins. En un mot, Christian Estrosi. Regardez cette image, on va la voir sur cet écran. C'est Jacques Pélissard, le président sortant de l'Association des maires de France, qui vient très officiellement de presque passer la main à son successeur François Baroin, le maire de Troyes, à la tête de cette association des maires de France. Bien sûr, nous reviendrons tout au cours du journal de ce soir, à 19h, présenté par Delphine Girard. Puis dans nos autres rendez-vous, toujours en direct de la porte de Versailles à Paris, demain, pour accueillir entre autres le Premier ministre Manuel Valls, qui sera ici au congrès de l'AMF pour revenir sur l'ensemble des dossiers qui préoccupent les très nombreux maires de France ici présents à Paris pour leur congrès annuel, le 97e. À demain donc, rendez-vous sur notre antenne publique, c'est à 19h, je vous l'ai dit. N'oubliez pas, demain c'est 10h45, je serai là, à tout à l'heure.